Produit avec le soutien de la MDJS. Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Ma'arif. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris ce rôle-là. J'en suis toute contente. On est là pour un nouvel épisode d'Icône et je suis avec deux titulaires en fait de l'équipe Icône. À ma droite, Reda Allali, que je ne vais pas présenter parce que ce serait l'offenser. Et pareil pour cher monsieur Mustafa Kaderi. Comment allez-vous? Ça va? Monsieur et monsieur. Super, Tout le monde va en bien face de Rida, là on va faire de la joute. Exactement. Ça fait de la joute. Qui veut démarrer? Allez Rida. C'est sûr. Oui. Bon. Moi je vous regarde. Je vais vous parler de Saïd Belkhoula. Alors déjà, je vais expulser la question de... Qui est ce monsieur? Non, qui est ce monsieur, icône ou pas icône. La finale de la Coupe du Monde 1998 a été vue par 1,7 milliard de téléspectateurs. Donc je pense qu'on peut d'ores et déjà poser que Saïd Belkhoula est le Marocain qui a été le plus vu dans le monde. Ok. Voilà, je ne vois pas lequel de nos compatriotes pourrait... dans un domaine de sport ou de spectacle. Mais même dans un domaine de politique, je ne vois pas comment sur un événement en direct tu peux dépasser cette... Et je vais même aller plus loin, parce que 1,7 milliard de téléspectateurs est un chiffre extraordinaire, parce que depuis, les chiffres ont baissé. Par exemple, la dernière Coupe du Monde, la finale a été vue par 1,1 milliard de téléspectateurs, parce que entre-temps, les choses sont devenues cryptées, payantes, etc. Et Internet. Voilà. Donc il est possible que ce soit une des finales qu'elle reste en haut, parce qu'entre-temps, les droits télé, 20 millions. La France-Brésil. France-Brésil, 20 millions de Français, 27 millions d'Allemands, 22 millions de Britanniques, 10 millions d'Américains, pour 1,7 milliard de... France-Brésil 3-0. Eh bien, il était arbitre. Eh oui, madame. Il était arbitre, assisté par un Anglais et un Sud-Africain. Premier arbitre africain en finale. Pour la finale de la Coupe du Monde, et le seul d'ailleurs à ce jour. Alors on va commencer par le début. Saïd Belkhoula est né en 1956 à Tiflis, entre Khmisset et Rabat. Quelque chose à dire sur Tiflis, Mustafa? Chez Mélénine, chez Sadine. Ça fait partie de la tribu des Zemmour, mais bon, voilà, exactement. Qui ne revendique pas Eric Zemmour, là. On n'y est pour rien. Inspecteur des douanes. Parce qu'on est dans un sport où, en tout cas, l'arbitre est resté plus longtemps que les autres amateurs. Donc, un vrai inspecteur des douanes. Alors oui, il a été gardien de but du Wydad Tiflis. Voilà, donc petite carrière de footballeur amateur, mais très vite l'arbitrage. Donc là, ça monte classique, quoi. Il passe de niveau ligue à niveau national, niveau international. Et en 98, c'est son année de gloire, puisque la même année, il arbitre la finale de la CAN entre l'Égypte et l'Afrique du Sud, 2-0. Ça se passe au Burkina Faso. Et quelques mois plus tard, il arbitre. Il arrive en Coupe du Monde. Il fait un bon Allemagne-USA au premier tour. Il fait Argentine-Croatie. Ça passe. Très bonne note. Tout va bien. Et là, on le retrouve en finale de la Coupe du Monde 1998. Voilà, qui est quand même l'excellence de l'excellence de l'excellente. Oui, vas-y. Comme je regarde pas beaucoup les matchs, est-ce qu'on connaît en général la nationalité de l'arbitre? Est-ce que c'est quelque chose qui... Voilà, Ah oui. Ou est-ce que parce qu'on est marocain, on sait qu'il est marocain? Non, je peux te dire que Howard Webb a fait celle de machin, que le dernier c'est un Italien, qu'on a eu Colina qui était la star. Enfin, non, c'est des gens qui sont connus, c'est des gens qui sont scrutés, c'est des gens qui sont évalués. C'était avant le VAR, en plus. C'était avant, c'était des vrais arbitres. Ne réfugiez pas devant cet artifice ridicule. Et non seulement il fait la finale de la Coupe du Monde, mais il l'a fait... alors, je t'explique, le critère de succès pour un arbitre, c'est qu'on ne parle pas de lui. Oui, c'est qu'il n'a pas fait de... Effectivement, France 3, Brésil 0, carton jaune à Deschamps, carton jaune à Karambeu, et expulsion de Saïd, donc 68e minute à 2-0. Donc tu sors un joueur de l'équipe qui joue la finale de la Coupe du Monde à domicile. Et effectivement, il n'y avait rien à dire sur cette expulsion. Je vous signale que juste cette histoire-là, c'est pas aussi... Ça n'a pas été reproché comme quoi... Non, parce qu'elle était complètement incontestable. D'ailleurs, si on regarde les dernières Coupes du Monde, en 2014, c'est l'Italien Risoli, et on peut lui reprendre... Il y a eu des débats sur le fameux penalty de Higuain, pas penalty de Higuain, donc c'est la finale à Rio. En 2010, Howard Webb, l'Allemand, sans cheveux, qui est un policier, lui, c'est pas un douanier, tout le monde parle de la faute sur Xabi Alonso, il se fait défoncer la poitrine,
Et il y a souvent des 2018, c'est France-Croatie, ça c'est un Argentin qui s'appelle Pitana ou Pintana. Le premier penalty contre la Croatie pour la France a fait beaucoup parler. Donc il y a toujours quelques polémiques, c'est des matchs que tout le monde regarde, etc. Donc s'en sortir avec 0 faute, et il a fait 0 faute. Et il est revenu, il a été couvert de gloire évidemment. Dans la foulée, en 2000, il signe un contrat avec la fédération japonaise pour encadrer leurs arbitres. Et il arbitre effectivement quelques matchs en championnat du Japon. Exactement. Donc c'est quelqu'un qui arrive à l'excellence dans son domaine et qui malheureusement le 15 juin 2002 décède à 45 ans. D'un virus, je pense, tropical de tête, en tout cas d'une maladie un peu rare qui l'abat très vite. Alors, c'est quand même la science-fiction pour nous aujourd'hui. On a un arbitrage qui est très 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 moyen. Le plus grand de nos arbitres s'appelle Smaïl Fath et il est dans un de nos podcasts. Il est américain en fait, il est d'origine marocaine, mais il est aussi arrivé à l'excellence. Il est en Coupe du Monde des clubs, etc. Mais depuis, enfin quand on voit l'évolution du championnat, etc., on est vraiment très 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 déçu que ce parcours n'ait pas inspiré d'autres. Il faut l'écouter parler. Il y a des enregistrements à la Madrid où il parle des qualités qu'il faut pour arbitrer. Il parle de chakhsiya, de personnalité. Et effectivement, il en avait une. C'est un douanier avec une moustache qui sortait un rouge à deux saillies, qui ne trouvait rien à répondre. Et je voudrais quand même vous signaler qu'on partait de loin parce que alors nous on est marocains, on sait que c'est le Maroc, mais en 86, l'arbitre tunisien Ben Nasser avait arbitré la fameuse main de Maradona qu'il n'avait pas vue. Et il s'est fait pourrir par l'humanité, voilà, exactement, comme quoi que foutait un Maghrébin là-bas, sachant que la moitié de l'humanité n'a pas vu la main de Maradona. Mais on part de loin, et là tu as un Marocain qui arrive et qui te pose cet arbitrage dans la foulée des 2 finales de la même année, contrat au Japon. Là, c'est un grand monsieur, voilà, on est content de parler de l'homme qui a été le plus vu dans les télés du monde. Bah, franchement, l'homme de Khmisset. Non, de Tiflet. De Tiflet. C'est pas long. Donc c'est un artiste du sifflet, donc. Écoute, tu sais, l'arbitrage, j'en profite pour ouvrir une petite parenthèse. L'arbitrage est un arbitrage. C'est pas un juge. C'est-à-dire que dans le foot, il n'y a pas une vérité. Contrairement au tennis où la balle est in ou out, tu vois, il y a une vérité. Tu vas la chercher. Tu vas la débusquer avec des caméras, ou tu vas mettre de la technologie. En tout cas, il y a quelqu'un qui a tort et un autre qui a raison. Voilà. Parce que c'est une réalité physique. L'arbitrage est une interprétation. C'est d'ailleurs pour ça que le VAR aujourd'hui est en train de complètement changer ça. Mais on a des juges de ligne. Alors, en l'occurrence, on va citer les 2 juges de ligne de la finale de 98. C'est un Anglais et un Sud-Africain, j'ai pas leur nom. Les juges de ligne, ils sont censés dire s'il y a hors-jeu ou pas et si le ballon sort de touche. Et ça, c'est des juges parce qu'il y a une vérité. Mais l'arbitre au milieu, il arbitre. Donc, il interprète. Il faut rentrer dans les volontaires, pas volontaires, excessifs, pas excessifs, engagement suffisant, etc. Donc, l'arbitrage, c'est un vrai. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, c'est un art. Et c'est une interprétation. C'est une vision. Exactement. C'est une personnalité. C'est d'accompagner le match. C'est pas une recette, quoi. Voilà. C'est d'être psychologue, d'optimiser le spectacle. Les gens regardent un spectacle. Ne pas casser le Exactement. C'est pas. Voilà, exactement. Et donc, c'est un bonhomme, qui dans le foot est très très important. Et aujourd'hui, un des drames qu'on vit aujourd'hui, c'est qu'on croit qu'on peut mécaniser sa tâche. On peut mécaniser peut-être les hors-jeux, les goal line technologies, parce que ce sont des réalités. Mais tout ce qui correspond à l'interprétation, à l'accompagnement du jeu, à l'évaluation, et ben ça doit se faire par un humain. Et à cette époque-là, les humains étaient justement humains, donc ils pouvaient se tromper, mais en même temps, on leur mettait sur le dos la gestion de 22 joueurs, voilà, et d'un match. Parce qu'aujourd'hui, on leur retire vis-à-vis de la technologie. Et d'un public souvent, parce qu'il fait partie de l'équation. Voilà. C'est ce jour-là où les Marocains, pour la première fois, étaient supporters de l'arbitre. En général, c'est le bouc émissaire du match. Et on avait juste peur qu'il y ait une erreur, il n'y en a pas eu, merci. Extraordinaire. Voilà, c'était Saïd Belkhoula. Belle icône. Je vais passer la balle à Mustafa Kaderi. Ah, la balle, carrément. Bah oui, tant qu'à faire. Un clic comme Lyon titulaire. J'encadre deux titulaires. C'est vrai, c'était un beau match. Bon, en écoutant sur Belkhoula, sur cet homme qui a fait justement la gloire un peu du Maroc lors de cette Coupe du Monde. Et donc, on survole un peu de la tribu Zmour, on voit la tribu Ishqir, en passant par la tribu des Zayan, pour retrouver notre icône nationale, quelqu'un aussi... Pour aller dans la tribu des Zayan, on prend le Zayan Chouaï. Ça m'a échappé. On va parler de Mohaoul Hussein Chiban, surnommé par le président Reagan Maestro.
Ah, c'est le président Reagan qui lui a... Oui, d'après les légendes, oui, parce que on avait comme des délégations officielles, je crois que c'est lors d'une visite d'un premier ministre marocain, je ne sais plus lequel, et on amenait des troupes pour faire des spectacles, des troupes de musique. Du folklore, comme on disait. Explose, s'il te plaît, c'est une passe en retrait. Ne me laisse pas. Non, on l'appelle folklore. Il est fatigué. Il n'est pas mort. Non, c'est pas un art mort pour l'appeler folklore dans le sens de la langue française, même si le mot folk est allemand aussi, qui désigne le folk. Le peuple. Le peuple. Bob Dylan fait de la folk music. Folk music, absolument. Mais chez nous, c'est une question d'interprétation du sens. C'est quelqu'un, figure-toi, Mohamed Hussein Achiban, moi j'ai eu un excellent moment avec lui. Je lui ai rendu visite lors d'un festival des arts populaires à Marrakech quand ils habitaient une école primaire interdit aux journalistes de rentrer. Toutes les troupes dites folkloriques, comme on les appelle, on les a amenées pour faire les singes devant le Gotha. Et ils habitaient dans une école ou un collège à Daoudiet, je me rappelle très bien. Et puis après, à 5 heures, on est allé ensemble à... J'étais habillé comme tout le monde, donc les vigiles n'ont pas fait attention à moi, heureusement. Et du coup, j'ai pu les accompagner. À 5 heures, on était à Al-Menara. Le spectacle n'a commencé qu'à 9 heures. Pas un verre de thé, pas un verre d'eau, même pas un sandwich, rien. Il a fallu repartir à l'école après à minuit, une fois tout terminé, pour qu'ils commencent à préparer leur dîner. Et ensuite, je lui rends visite chez lui, et là, on passe un grand moment. Et justement, chez lui à la maison, à Zrounaït Lahsen, à côté de l'Qbab, à une dizaine de kilomètres de l'Qbab, pas loin d'une route qu'on appelle aujourd'hui toujours 33, même si elle a changé de numéro. Personne ne connaît les nouveaux numéros, mais c'est toujours 33, qui relie Zaïda à Khlifra. Et là, on papote, et puis à un moment donné, je dis quand même l'origine de mon arrivée. Pourquoi ? Parce qu'il voulait passer, la radio Tamazirt faisait un reportage avec lui, ils lui ont rendu visite pour parler de ses visites dans le monde, les voyages, tout ça. Il a dit, mais avant de commencer à Hilus, moi j'ai visité le monde, j'étais en Europe, j'étais en Italie, j'étais en France, j'étais en Allemagne pendant la guerre. Et l'animatrice lui dit, mais non, on va pas parler de la guerre, on va pas parler de voyages, on va parler de musique, de voyages que tu as fait en tant que musicien. Elle dit, non, je peux pas parler de ça. Mais moi, j'ai fait l'état. Je dis, mince, alors quelqu'un qui veut parler de son passé, de son histoire, laissez-le. Mais bon, c'est pour ça que moi, j'écoute. Il était à Monte Cassino. Bien sûr. D'accord, c'est le deuxième tabord. Non, pas le deuxième. Le deuxième est arrivé. Pardon, le troisième tabord. Le deuxième, c'est la Corse. Tu coupes pas ça. Tacle. Hamza, tu la mets dans le générique. Le jour où Reda Alali a corrigé Mustafa Kaderi. On peut arrêter le podcast. Merci. C'est la fin de Radio Ma'arif. Je te récite ma leçon. Deuxième tabord, c'est le colonel Boyer de la Tour qui a fait la Corse, qui n'a pas fait la Tunisie. Troisième tabord du colonel Leblanc, il était au... Qui avait dans le deuxième tabord? Sinon je vais siffler. Laisse-le finir. Qui avait dans le deuxième tabord? Je connais que le colonel Boyer de la Tour. Et le papa de Mustafa Albiez. Ah, d'accord. Oh là. Donc, on revient à Mohamed Hussein. Qui était dans le troisième tabord. Voilà. Et donc, je ne savais pas, moi, qu'il était un ancien militaire. Oh là là, une longue carrière. Tout le côté peut-être martial de ces... il est né... Je suis sérieux, hein. Il est né le jour de la bataille de Lehri. Le jour même. Il me dit, mon père rentre de la bataille, j'ai perdu mon oncle. Enfin, mon oncle est mort lors de la bataille de Lehri. Le vendredi 13 novembre 1914 à 5 heures du matin. Ah, voilà. Il fait la remontada. Parce qu'il me dit, mon père revient de la bataille et il a perdu son frère. Donc, c'est pour ça qu'il m'appelait Mohamed Hussein. Il me dit, le Hussein, c'est pas le nom de mon père. C'est un nom composé qu'il a eu, le nom de son oncle. Ok. Comme un hommage. Et localement, on l'appelle Til Jemoua, c'est le vendredi. L'affaire du vendredi, ça s'est passé effectivement un vendredi. Donc là, alors que sur le carnet, il a mis 916 sur son carnet militaire que j'ai vu. Mais il me dit, non, je suis né le jour de Til Jemoua. Je dis, mais c'est quoi Til Jemoua? Il me dit, là où les Français ont eu la raclée, ça s'appelle Lehri. On appelle ça Sma. Alors Sma, Baqa Waqfat Ma. Si les gens oublient, ils n'ont qu'à voir Sma au bord de la route. C'est propre mot. Et donc, il est né en 14, donc au début de l'occupation coloniale dans la région, et il a vécu ce qu'on appelle le Hijr. Le Hijr, c'est les gens qui ont quitté leur village avec l'avancée des troupes coloniales jusqu'à la bataille de Tazgzaout, à laquelle il a participé. Il avait à peu près 14 saisons en 1932. Et donc il me dit, il a perdu en route son père,
pendant la résistance et il portait le sac de munitions aux combattants. Il me dit, à ce moment-là, je n'utilisais pas encore le fusil, quoique, mais j'étais chargé de fournir les gens à droite à gauche en munitions. Et donc il revient, et puis bon, les histoires de famille, il s'engage à l'armée, il s'engage comme goumier à Émile Schill, la caserne d'Émile Schill. Je peux poser une question? Bien sûr. Est-ce que la musique était déjà présente? Parce que je sais que dans les rangs de l'armée, beaucoup jouaient en fait de la musique, tout ça, les veillées, tout ça. Est-ce que ça a commencé comme ça ou pas spécialement? Ça va venir, parce que bon, la hidous, c'est une pratique, je veux dire qu'on pratique depuis l'enfance. Les gens, selon les régions, les tribus, les fêtes, les mariages, les soirées et tout, bon, je veux dire, on apprend. Comment dirais-je, on apprend, on fait de l'immersion de tout court. L'immersion, et c'est pas vraiment des groupes. C'est À l'improviste, voilà, tout le monde. Non, mais juste pour savoir si pendant son parcours militaire, ce côté musicien était déjà. Eh ben, c'est la leçon qu'il va retenir parce que justement, c'est ça qui va l'aider à faire carrière plus tard et à être connu comme l'icône de la hidous style, de la hidous style de musique. C'est que pendant donc il fait, il s'engage à Émile Schill, il participe à la traque d'un résistant local qui s'appelle Zaid Ahmad. Après la Deuxième Guerre mondiale arrive. Et justement, il dit, après des victoires, et quand les officiers veulent se détendre, il demande aux gommiers berbères, comme il disait, de leur faire choix et hidous. Et donc, il prépare le choix, etc., sur les prises de guerre, bien sûr. Et puis, il dit au début, on faisait la hidous comme d'habitude en rond. Mais sauf que les officiers sont alignés, donc ça collait pas. Ils n'arrivaient pas à voir le spectacle. Le spectacle. Et il dit, c'est là qu'on a commencé à faire le hidous aligné. Parce que la touche de Mohamed Hussein Achiban Maestro, c'est la hidous alignée. Militaire. Il était le premier à faire cela pendant la Deuxième Guerre mondiale, en Italie, en France et en Allemagne. Il m'a parlé de grand hidous à Stuttgart. Alors là, c'était le lendemain du 8 mai 1945, la victoire finale. Wow. Il annonce de la capitulation de l'Allemagne. Il dit, on a fait le grand hidous à Stuttgart. En Allemagne. Mais ce que je vais te raconter à la fin va donner une saveur particulière à ce que tu racontes maintenant. Je fais un teaser, vas-y, tu continues. Décidément. Et donc, il revient, il continue sa carrière. Il a terminé sa carrière ici à Berchid. Et comment quelqu'un qu'on expulse de l'armée parce qu'il ne voulait pas exécuter les ordres. Les ordres, c'était de venir, comme il a dit, casser la prière de vendredi à la mosquée de l'Hubous. Nous sommes en 52 ou 53. Il a été expulsé de l'armée, puni, et expulsé là, un terme, c'est pas un déserteur, c'est résilié. Voilà, résilié. À un mois de sa retraite, il dit parce que j'ai refusé, il était un peu le chef de son groupe, de venir casser la prière de vendredi parce que on leur avait dit aux Français à l'époque qu'une manif fallait sortir de la mosquée. Et donc, on a amené son goum de Berchid pour faire cela. Il dit, j'ai refusé, j'ai demandé à mes gars de ne pas le faire. Et donc, on renvoie dans nos camionnettes, un mois de prison et résilié. Et il me dit, je repars au bled et je commence une carrière de paysan, d'éleveur et de hidous toujours. Alors, il participe à la visite du roi Mohamed V à Ajdir en juillet 1956. Là, on a une vidéo. Il y a une vidéo très ancienne. On le remarque très, très, très bien. Justement, la hidous alignée, parce que tout le monde était dans les tentes. Dans les tentes locales, là, les Noirs. Et donc, il a fait la hidous alignée, alors que les autres troupes continuent toujours à faire la hidous en cercle, comme on faisait à l'ancienne. Et voilà, donc c'est parti jusqu'au moment où on commence la relance du tourisme avec le Festival des Arts Populaires qui commence à Marrakech en 1960. Je crois Festival du Folklore, on l'appelait ça. Et donc, on commence à sélectionner un petit peu des troupes de partout, celles qui ont pu survivre, si j'ose dire. On a des troupes comme ça qui reviennent souvent à la télé et c'est comme ça qu'il commence une nouvelle carrière avec le style hidous. Il s'est imposé par sa prestance, sa cadence, sa vitesse, son visage, sa barbe, son burnou, c'est une charisme du personnage qui a continué. Et la performance, parce que c'est absolument, un show, absolument. Il a capté ça et je crois que c'est ça, ce passage par l'armée qui l'a aidé à comprendre la notion du spectacle et que veulent les spectateurs et les spectatrices qui ne comprennent pas la poésie des couplets. D'ailleurs, il me dit comme ça, tu crois qu'on fait de la hidous dans le festival, ça va pas. Non, on fait du folklore. C'est lui qui m'a fait la distinction. Il me dit, on a 2-3 couplets parce qu'il me dit, à peine en fonction du public. À peine tu chauffes ton bendir, on te dit dégage. Et donc, quand nous, on a compris ça, on arrive avec 2-3 couplets, on les répète, blablabla, on sait qu'on a 5-10 minutes et puis on te dit balak. Et donc, du coup, on garde les munitions pour... On fait avec, mais c'est des gens qui ne comprennent pas ce que tu racontes en général, qui ne sont pas initiés à la profondeur de la poésie, et puis ils veulent juste de la performance de danse, et on leur a fait ça, et puis voilà.
D'ailleurs, quand il a été aux États-Unis, je crois en 84, quelque chose comme ça, Disneyland voulait le retenir pour un contrat pour rester faire se produire là-bas, etc. Il a refusé. Non, le bled, et rien que le bled, il a refusé complètement un contrat pour se produire avec sa troupe là-bas. Voilà, il est décédé en février 2016. 2016, pas donc si longtemps que ça. 102 ans. 102 ans. 102 ans. Donc, on retient beaucoup sa carrière de l'Ahidus, mais au fait, il a une autre vie avant l'Ahidus. C'est une vie pleine de résistance et de carrière dans les Goum pendant la période coloniale, y compris cet épisode de la Deuxième Guerre mondiale qui est extraordinaire. Donc, Qaderi, fidèle à lui-même, nous livre un icône et un podcast histoire 2 ans. Exactement, voilà, un petit peu de, ça, c'est fait. Voilà, un petit peu de géographie tribale. Et de tacle. On va couper, remonter, et deux podcasts de près. Non, moi j'ai un truc, j'avais une anecdote à raconter, et elle va prendre une autre saveur après. Je savais pas moi qu'il était dans le Tabor, je savais pas qu'il était à Monte Cassino. Dans le troisième. Je savais pas qu'il avait été à Stuttgart faire après l'armistice, parce que le deuxième Tabor, lui, après la défaite, la capitulation. La capitulation, parce que le deuxième Tabor, lui, il est à Vienne. Au moment de la capitulation. Non, moi, l'anecdote que je voulais raconter, ça se passe je pense, le 30 juin 2009. En Roba, on joue dans un festival où il est programmé aussi, à Lyon. Le festival du 6e continent, voilà, ça s'appelle le festival du 6e continent. Il y avait, je pense, le Maroc était sur une soirée, ou peut-être même tout le festival, donc il y avait beaucoup de groupes marocains ou maghrébins. Il y avait l'Orchestre national de Barbès, il y avait nous, et il y avait exactement, qui n'est jamais venu, n'est jamais arrivé parce qu'il n'y a pas eu de visa. Voilà. Non. Oh. Et c'est fou parce que maintenant, quand tu sais que le bonhomme j'en ai eu la chair de poule. a libéré l'Europe, non, effectivement, il n'est jamais arrivé. Ils ne le connaissent pas. Comment? Non, mais c'était une période, ça j'ai vécu, c'est une période où pour avoir des visas, ils te demandaient, ils étaient un peu pénibles, et paraît-il que, tu vois, quand ils ont vu Danseur et vu son âge, ils ont pensé que c'était une arnaque. Bon. Oh. Mon Dieu. Mais après, je vais te dire en vérité, ce bonhomme-là aurait pu donner quelques coups de téléphone. Et oui, voilà. Mais c'est pas le genre. Quoi. Il ne voulait pas, tant pis. Je rajouterais, c'est son Tabor, le troisième, qui a libéré Marseille. Voilà. Qui a fait capituler l'armée allemande. C'est les gommiers du troisième Tabor. Et sur son carnet, j'ai lu, il a fait prisonnier 9 soldats allemands qui étaient dans une position très stratégique qui emmerdaient l'armée des Alliés, les Français et les Américains. Et puis je lui dis, comment t'as fait? Je dis, j'ai rampé et je suis arrivé par-dessus. J'ai dit, je le moque. Je dis, mais comment? Est-ce qu'il comprenait? Ouais, il a compris le principe. L'Allemand, il parle comme nous. Il a compris, il a commencé à sortir. Marqué 9 prisonniers sur son carnet de carrière. 50 ans plus tard, incroyable. Incroyable. Donc, on retiendra que le maestro a sorti des Allemands et que notre arbitre a sorti de Saï. C'est ça. Et que le consulat a sorti le maestro. Franchement, j'en ai eu la chair de poule, mais pas dans le bon sens. Merci beaucoup, les amis. Merci à vous. Pour ces 2 belles icônes. C'était un plaisir. À bientôt. Pour une fois, j'allais en face. Là. Si. C'est bien. On peut le refaire quand tu veux. Ça marche. Produit avec le soutien de la MDJS.